sur Télé Antilles. Très heureux de vous retrouver, mesdames, messieurs, dans cette émission qui vous appartient. On vous le rappelle, les invités de Mike, avec dans un instant un invité donc, pour nous accompagner. On va quand même saluer nos différents canaux, les réseaux sous lesquels vous retrouvez donc cette émission. Nous sommes sur Free, le canal 932, sur Orange, le canal 398. On est également sur le canal de Bouygues, la B-Box, le canal 407. On retrouve cette émission également sur le Facebook de Télé Antilles, le YouTube de Télé Antilles, le Dailymotion et TikTok, donc pour les meilleures parties. Merci à Jean-François Saint-Louis, Daniel Borilla, donc notre directrice des programmes. Merci à Lady Sly qui nous accompagne. Et puis, merci à Peggy Ladéon, notre réalisateur, donc, qui nous accompagne et qui nous réalise ces très belles images. Une émission, mesdames, messieurs, qu'on vous invite donc à suivre avec notre invité. Un invité ô combien exceptionnel et important sur le plateau. Alors, je dis ça, donc, mais vraiment, c'est sincère quand je le dis, parce qu'on va parler de choses importantes. On est avec Philippe Petit, qui est notre invité et à qui je dis bonjour. Bonjour Mike, et merci de m'inviter à Télé Antilles, puisque je viens de la Martinique, donc c'est logique que je sois invité sur une télé, mais qui a une diffusion effectivement nationale et qui est bien implantée dans l'Hexagone. Voilà, merci en tout cas donc, de nous accorder quelques instants. Alors c'est important et ô combien important parce que nous allons parler donc d'une part de... c'est une petite biographie, c'est quoi? C'est un roman autobiographique, ça parle un petit peu de votre parcours, mais également de vos ambitions. On en parlera, ça s'appelle « Sur les chemins buissonniers des 500 signatures ». On y revient dans quelques instants, donc Philippe Petit. Et puis, on aura également donc, la proposition de parrainage, mais on en parlera également dans cette émission un peu plus longuement. Alors, Philippe Petit, pour une petite présentation pour ceux qui ne vous connaissent pas. On rappelle que vous êtes par ailleurs le président donc, de l'UDEM, l'Union des démocrates et écologistes de Martinique. Tout à fait, Ouais. qui est un parti politique martiniquais, donc comme bien d'autres partis politiques martiniquais, et qui est relativement connu à la Martinique, et qui fait le pan de mouvements nationaux centristes, puisque nous désignons comme centristes. D'accord, donc vous êtes au centre, vous êtes ni à droite ni à gauche, vous êtes un petit peu l'UDI. D'ailleurs, vous êtes président de la fédération de l'UDI Martinique. Voilà, j'ai la double casquette qui correspond à une fédération de partis nationale, l'UDI, qui s'appelle l'Union des démocrates indépendants, qui est un petit parti centriste qui se définit comme centre-droit, mais qui est un parti ouvert, bien entendu, dans l'arc républicain, c'est-à-dire contre les extrêmes contre lesquels on se bat, ces formes de pensée qui ne sont pas toujours cohérentes par rapport à la triste et la difficile réalité de la vie. Philippe Petit, vous êtes également, on peut le dire, dans cette émission, vous êtes le fils d'un homme ô combien important et connu dans le système politique martiniquais, donc Monsieur Pierre Petit. Oui, et je ne peux qu'en être fier, puisque c'est mon géniteur. Ouais. Et donc Pierre Petit a été maire du Mont-Rouge, sa commune de naissance, député, et puis il a été tête de liste à la région à une ou deux occasions. Donc c'est une figure qui a compté dans ce qu'on appelle théoriquement la droite martiniquaise, et qui avait lui-même fait un mouvement qui ne s'est pas transformé en parti politique, qui s'appelait Osons Oser, et qui permettait justement de pouvoir franchir certaines barrières pour mieux diriger la Martinique et la faire exister sans complexe. D'accord, donc la politique c'est quelque chose dans laquelle vous êtes quasiment tombé dedans depuis, alors je ne veux pas dire depuis petit, mais sans jeu de mots, mais quelque chose qui vous colle à la peau quand on a un papa qui a été donc dans le paysage politique martiniquais, donc PPM, alors, sans jeu de mots non plus. Voilà. Alors, quand vous êtes enfant de politique, et j'ai des enfants, c'est toujours, comme vous êtes plus ou moins de temps en temps sous les caméras ou les interviews et que vous devez dire un certain nombre de choses, vous avez toujours forcément des regards extérieurs qui vous diront en créole, papa, on dit ou tel bagaille, dit tel bagaille, qu'est-ce que tu en penses ou autre. Et donc, c'est vrai que fils de politique, ce n'est pas toujours évident. Mais j'ai vécu dans l'Hexagone, puisque ma mère est métropolitaine, entre mes 13 ans et mes 23 ans, ce qui fait qu'au moment où il a éclos politiquement, je venais de rentrer à la Martinique après mon diplôme de pharmacie. D'accord.
Et donc, par conséquent, je n'ai pas, dirons-nous, participé à la gestation de son arrivée au pouvoir. Mais bien entendu, je l'ai vu après, j'ai compris la politique, mais disons que je n'étais pas dans le berceau de la politique, puisque mon adolescence a été faite dans l'Hexagone, à Bordeaux notamment. D'accord, donc vous êtes donc bordelais donc de naissance, votre maman est bordelaise, médecin? Elle est dentiste, mon D'accord. père était médecin, Ouais. ils se sont rencontrés justement à l'occasion des études que les Antillais venaient par bateau, Ouais. et je suis moi-même arrivé à 1 an, donc dans le berceau, avec ma mère en bateau. Mon père était déjà rentré avant, et ensuite j'ai vécu de 1 à 13 ans, j'ai fait donc l'école laïque, l'école publique à la Martinique, jusqu'à la 4e, où j'étais au lycée Schellcher, et puis après je suis venu dans l'Hexagone, je suis venu à Bordeaux, et de la 3e jusqu'à la fin de mes études de pharmacie, puisque j'ai décidé de faire pharmacie après le bac, je suis resté à Bordeaux, bien entendu en ayant des allers-retours sur la Martinique, où je n'ai jamais lâché, dirons-nous, la culture locale qui avait bercé mon enfance. Très bien, vous êtes également, puisqu'on parle de pharmacie, vous êtes donc à la tête donc plusieurs pharmacies, vous avez été également donc un chef d'entreprise ô combien connu et important donc du système économique martiniquais, plusieurs pharmacies. Alors, disons que j'ai eu 3 pharmacies dans ma vie. Ouais. Et c'est d'ailleurs, on en parlera peut-être, l'origine de mon entrée en politique par rapport à ma première pharmacie. J'ai vendu, j'ai créé 2 fois, j'ai repris une pharmacie à la fin, à la Croix-Mission, et Ouais. je suis en retraite maintenant Qui est toujours depuis là, hein. 5 ans. Oui, qui est toujours là, et Ouais. justement, j'ai un fils qui a fait pharmacie, et qui donc a repris cette pharmacie, puisqu'on s'était associés en 2011, avant que je ne cède mes parts et que je lui laisse la pharmacie en 2019. D'accord, donc en retrait donc de toute activité professionnelle. Aujourd'hui, vous êtes retraité, vous ne travaillez plus. Vous êtes dédié 100% à cette vie politicienne. On va en discuter. Ouais. Alors, sachez que je suis avant tout quelqu'un qui aime faire les choses correctement et jusqu'au bout, même si au bout, il n'y a pas forcément la réussite. Comme dirait Nelson Mandela, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Alors, je dirais que j'ai beaucoup appris, comme toute personne qui, dans sa vie, prend ses claques, qu'elle soit professionnelle, amicale, politique. C'est le lot du parcours de tout être humain. Je crois que c'est comme ça qu'on devient plus fort. Et donc, j'ai été notamment président de club de football pendant 20 ans. Donc, j'ai beaucoup donné dans l'associatif. Quel club? C'était Ducos Football Club, l'UJ Redoute et l'AS Monbito, le Ducos Football Club pendant 11 ans, 12 ans que j'avais créé. Ensuite, 2 petits clubs que j'ai fait monter en Régional 2 à l'époque, parce que là aussi, c'était un petit peu ma passion et qu'on savait mon engagement. Voilà. Et donc maintenant, je suis uniquement à mes petites affaires, forcément, puisque j'ai fait un petit peu d'immobilier commercial pour permettre d'avoir des jeunes artisans ou des jeunes commerçants qui éclosent. Et donc, je suis mon petit patrimoine immobilier. Et puis, bien entendu, je suis surtout à mon idée politique dont nous allons parler. Très bien. Alors, dans votre présentation, Philippe Petit, vous dites que, alors, quand on parle de votre papa, donc, qui était un éminent grand politicien donc martiniquais, vous dites qu'il est mon géniteur. Tout à fait. Oui. Il est mon père, il est mon géniteur. Mais au niveau politique. Mais quand on dit ça, j'ai l'impression qu'il y a une. Non, pas du tout. Il n'y a pas de cassure. Non, pas du tout. D'accord. Au niveau politique, simplement, on a fait l'amalgame en disant que j'avais suivi des traces. Je n'ai pas suivi des traces puisque je n'ai pas participé à l'élaboration du politique Pierre Petit. C'est-à-dire que je n'ai pas... À aucun moment, vous êtes rentré dans sa vie politicienne. Voilà. Quand il est arrivé, quand je suis arrivé, retourné à 23 ans à la Martinique, il avait déjà émergé et par la suite, j'ai regardé admiratif ce qu'il faisait et j'ai monté moi-même de manière totalement différente et autonome mon petit parti politique à l'époque, puisqu'il y avait une vision sur une commune du Cos, mais en faisant mes petites affaires dans mon coin sans jamais ni envier, ni être contre, en observant au contraire le talent de cet homme politique qui était mon père. Décédé, donc il y a maintenant en 2022, et en février 2022, et que, bien entendu, comme tous les fils, ça fait forcément un vide dans la vie. Ouais, mais ça vous a quand même, quand vous voyez donc son passé, son poids donc politique dans le paysage martiniquais, ça vous a quand même, à un moment donné, donc envie donc de suivre ses pas, ses traces, comme on dit, pour
devenir un homme aussi important et brillant également dans ce paysage? Alors, comparaison n'est pas raison, et je n'ai pas l'ambition d'être brillant, puisque sa carrière qu'il a faite, d'être maire et député, il a déjà une très belle carrière que je n'aurai pas. Mais disons que je fonctionne par rapport tout simplement à des éléments de réflexion, et ces éléments de réflexion de la société martiniquaise, puisque j'y suis retourné à 23 ans alors que j'aurais pu vivre dans l'Hexagone, me font penser qu'il fallait se mouiller la chemise, comme on dit, pour pouvoir permettre de porter certaines réflexions, certaines actions que j'estime être concrètes et qui permettent de temps en temps de remettre, comme on dit, la balle au milieu du terrain, parce que des fois, on sort de la vie purement démocratique et on sort dans la démagogie. Et j'essaie, avec mon modeste poids, de pouvoir dire telle ou telle chose qui me paraît être de bon sens pour l'avenir de la Martinique dans sa relation avec la France. Alors, je ne dirais pas donc que l'élève dépasse le maître, mais puisque vous ne suivez pas du tout les traces donc de papa, donc de Pierre Petit, votre père, mais vous tentez donc aussi bien donc de faire peut-être bien mieux que lui, parce que là, quand on lit ce roman autobiographique, enfin cette lettre, ces propositions que vous faites dans ce livre qui s'appelle Sur les chemins buissonniers, donc des 500 signatures. Là, on ouvre une autre porte et on veut s'adresser à la nation entière. C'est un autre niveau, c'est tout autre chose. Alors, c'est un pari pour mettre, puisque je vous ai dit que je vais jusqu'au bout de ma cohérence, pour mettre mon parti qui s'appelle l'UDEM dans un des partis qui vont compter à terme à la Martinique sur un certain nombre de réflexions ou de propositions et de pouvoir trouver des successeurs. Parce que vous avez vu, de la même façon que j'ai eu la chance d'avoir un fils qui a pris la pharmacie, mais c'est pas bon, je n'aurais pas fait un drame, j'ai un certain nombre d'enfants, je n'ai pas un enfant pharmacien, pas du tout. Mais vous avez envie, quand vous avez émis certaines idées, qu'il y ait des successeurs qui soient dans ce parti. Et ça sera un petit peu votre fierté, puisque vous quittez la vie à un moment donné, comme mon père qui a quitté la vie, et vous aurez aimé que votre Martinique que vous avez vue avec un certain œil soit toujours vue, peut-être pas avec le même œil, mais avec des yeux qui font que ça soit des yeux pour une Martinique meilleure, toujours meilleure, et qui ne se détourne pas d'un chemin qu'elle a pris au fur et à mesure de sa construction. Voilà. Vous qui avez connu la Martinique donc depuis votre jeune âge, votre enfance, comment cette Martinique dont on parle, comment vous la décrivez dans les 5, 10, 15, 20, 30 prochaines années, puisque ce sont des visions politiques qu'on donne également quand on est dans ce projet-là? Alors, comme tout le monde, je mesure le déclin d'abord démographique qu'il y a à la Martinique, puisque nous serons le parti, l'île avec la Guadeloupe, mais nous d'abord, la Martinique la plus vieille en 2030. Ça veut dire que c'est demain, puisque nous sommes à une date où, évidemment, 2030 est tout proche. Ça arrive très vite. Donc, par conséquent, ça veut dire que nous dépendons de plus en plus de l'Hexagone, puisque s'il n'y a pas de force de travail, si la population vieillit, ne se rajeunit pas, vous dépendez de l'Hexagone qui est, dirons-nous, comme si vous aviez un radiateur et puis vous aviez la petite soupape de sécurité. Il faut que le radiateur alimente en permanence la petite soupape de sécurité qu'on doit remplir, éventuellement pour ne pas se brûler. Et donc, ce radiateur fonctionne à plein régime. Et ce n'est pas normal parce que, par les temps qui courent aujourd'hui, chaque territoire aspire à une autonomie. Mais ceux qui nous ont dirigés depuis la décentralisation, depuis un certain nombre d'années, dirons-nous plus de 40 ans à la Martinique, à mon avis, n'ont pas forcément maintenu le cap qu'il fallait maintenir, ce qui fait que après le BUMIDOM, les accuse, le Bureau d'immigration, l'IDOM, qui a au contraire permis à certaines personnes d'éclore dans l'Hexagone quand il y avait besoin d'une force de travail aux 30 Glorieuses pour reconstruire la France, eh bien, il y a eu ensuite, sans aucun rapport avec le BUMIDOM, le même genre de phénomène où les jeunes sont partis parce qu'on ne leur a pas proposé des choses concrètes de travail, d'environnement culturel, d'environnement de sécurité, dirons-nous, d'un certain nombre de choses, de respect des valeurs, qui ont fait que tout ça est parti. Alors, ce n'est pas la faute de la mondialisation, à mon sens, c'est la faute d'une certaine vision de la Martinique qu'on a rabougrie, qu'on a rapetissé, sans jeu de mots sur le mot petit, parce que c'est mon slogan,
c'est la France plus grande avec petit. Je vais vous dire pourquoi. Ouais. C'est parce que tout simplement l'idée, c'est que justement l'outre-mer agrandit la France, anoblit la France. On n'a qu'à voir ce qui s'est passé pour les Jeux Olympiques et pour comprendre que c'est bien l'outre-mer qui fait la force de la France. Mais il ne faut pas qu'on parle justement de nos outre-mer que sur la version sport, parce qu'il n'y a pas que dans le sport que nous excellons. Nous excellons également dans bien d'autres domaines, mais qui ma foi, reste lettre morte, parce qu'il n'y a pas de visibilité. On n'a pas de visibilité sur nos autres forces et nos autres valeurs que nous pouvons également démontrer sur la scène nationale. Alors, sur la scène nationale, bien évidemment, mais moi, je reviens à la scène antillaise. Il y a un développement qui était parti avec la départementalisation sur le sanitaire, sur le social, sur la l'égalité citoyenne. Et puis après, il devait y avoir un deuxième temps, le développement économique qui devait faire découler avec une certaine autonomie financière et surtout des projets autonomes, ce qui est tout à fait logique, comme tous les territoires. Et je dis que dans les dernières 40 années, c'est surtout pour la Martinique et la Guadeloupe que c'est valable, il n'y a pas eu ce développement qui aurait dû avoir. Aujourd'hui, il faut changer de cap très clairement. Il faut changer de cap très clairement. Et au lieu, comme certaines personnes qui ne pensent que indépendance, séparatisme, évolutionnisme, pourquoi pas, mais séparatisme autre, ça ne donne pas confiance pour pouvoir avoir mieux de France à la Martinique et à la Guadeloupe. Mieux de France, ça veut dire que justement, il y aurait une réhabilitation économique que j'appelle de mes voeux. Et puis, effectivement, en même temps, dans le paysage français, il n'y a pas de raison hexagonale que les Antillais ou autres n'éclosent pas. Et je pense que là, il y a aussi un problème à voir, mais que c'est peut-être souvent, en tout cas, nous, à la Martinique, nous avons probablement un genre de rapport difficile avec l'Hexagone qui, à mon avis, n'a pas de sens. Parce que pourquoi, selon vous ? Moi, je pense qu'il y a toujours dans la tête de certains le phénomène identitaire. J'étais sur un plateau télévisé dernièrement à la Martinique. Un ami antillais qui m'a dit « Mais Philippe, tu peux aller à la présidentielle de la France parce que tu as la bonne couleur de peau. C'est-à-dire, on est anti-couleur blanc, ou peut aller. Parce que je ressemble à un arabe, à un juif, peut-être un martiniquais parce qu'on me connaît. Mais donc, tu peux y aller. Ça veut dire que quand le monsieur, qui est un monsieur respectable et de peau un petit peu plus foncée que la mienne, me dit ça, ça veut dire que lui-même met des barrières. Donc, je pense qu'à la Martinique, il y a un complexe et qui est peut-être lié au fait qu'il y avait à l'époque la colonisation, le béquet qui a fait des enfants, le colon qui a fait des enfants sans les mettre officiellement avec le nom, ou les reconnaître, ou partager la propriété, et qu'il y a une certaine souffrance peut-être de ce métissage qui n'a pas été accompli dans les têtes. Il était accompli dans la population, qui a une base noire de toute façon, puisqu'il y avait plus d'esclaves, ensuite d'Indiens et ensuite de Chinois, qui sont venus, évidemment, pour les forces vives de travail, que les colons, mais cet ensemble forme un métissage, à mon avis, harmonieux. Et il y a, depuis quelques années, il y a une remise en question, alors que, finalement, on poursuit l'identité. Un pays comme le Brésil est un pays indépendant, donc on va dire comme la France, puisque le Brésil est un État fédéral où vous avez plusieurs États à l'intérieur du Brésil. Ne se pose pas le problème de savoir si c'est la majorité indienne venant des hauts plateaux du Brésil, si la majorité est noire venant de l'esclavage d'Afrique, ou si la majorité est blanche venant de toute l'immigration, de tous ces guerriers qui sont venus à un moment donné coloniser le Brésil. Et ils ont formé le peuple. Lorsque vous voyez la samba danser sur les sambodromes ou le sambadrome, vous voyez qu'il y a un métissage et qu'il y a une harmonie populaire. D'accord. Donc tout le monde danse la samba. En Martinique, vous allez me dire qu'il y a le carnaval. Non, il y a le carnaval. Mais ce que je veux dire, et c'était la phrase de Césaire d'ailleurs, il avait dit « Ne soyez pas le jouet sombre au carnaval des autres ». D'ailleurs, c'est sa phrase. Et je crois qu'il y a eu, à partir de là, comme Césaire était un poète, le chantre de la négritude, c'est quand même lui qui a demandé la départementalisation, mais on n'est pas allé jusqu'au bout de la logique de cette départementalisation et d'être fier d'être un département français. Et de pouvoir, avec notre originalité, comme les autres départements de France, qui ont tous leur culture. Et vous ne dites pas, donc justement, vous en parlez là, dans cette émission, mais vous ne dites pas concrètement, d'ailleurs, dans vos projets qui
dans ses propositions, hein, qui sont donc dans ce livre, sur les chemins buissonniers donc, des 500 signatures. Donc, on en parle, hein, puisque c'est le chemin de croix qui a démarré pour vous, hein, donc, depuis quelque temps, pour présenter, d'une part, donc, ces propositions aux élus, puisque vous êtes en quête donc, de ces 500 signatures obligatoires, donc, qu'on expliquera, donc, obligatoires donc, pour la présentation donc, à la présidentielle. Mais pourquoi, justement, Philippe Petit, l'émergence donc, de cette idée donc, de venir, vous, Philippe Petit, aller briguer donc, un mandat national, donc devenir président de la République française? Alors, mon ambition, soyons honnêtes, n'est pas de devenir président de la République française. Mais mon ambition est d'être candidat à la candidature. Et quand on est candidat, c'est pour... Oui. Bon, d'abord, il y a pas de langue de bois, il y a un premier obstacle qui sont les 500 signatures. D'accord. Vous avez un panel, alors je vais expliquer quand même à nos auditeurs, et vous avez un panel sur les 65 millions, 67 ou 70 millions d'habitants que pèse la France, en comptant l'outre-mer et la France hexagonale, de 42 000 élus. Ces 42 000 élus requis pour valider la candidature de quelqu'un à l'élection présidentielle. Ça veut dire que n'importe quelle personne, depuis l'ordonnance du général de Gaulle, décret du général de Gaulle, depuis le 6 novembre 1962 et le suffrage universel, peut se présenter, vous, comme notre ami qui est sur le plateau, comme moi-même, à la présidence de la République. C'est ça la démocratie. Ouais. Mais on y a mis un obstacle pour que ça ne soit pas quand même, que ça soit sérieux. On y a mis un obstacle, on a demandé un parrainage d'élus. Ces élus sont des maires, des conseillers départementaux, qu'on appelait avant conseillers généraux, des conseillers régionaux, des députés, des sénateurs. Le total de ce panel fait 42 000 personnes, dont une grande majorité de maires, puisqu'il y a de 34 000 à 36 000 mairies dans l'Hexagone et dans l'Outre-mer. Ouais. Ces maires qui parrainent n'en voient qu'il n'y a que 12 000 d'entre eux sur les 42 000 potentiels qui parrainent chaque année. Et qu'est-ce qu'ils parrainent? Ils parrainent forcément les grosses formations politiques. Ouais. Madame Hidalgo du Parti Socialiste aura 3 000 parrainages. Madame Pécresse, la dernière fois, aura 2 500, 3 000 parrainages. Monsieur Macron, avec son mouvement, aura 2 000, 3 000. Et quand vous faites le total, il reste à peine 500, 600 pour Madame Le Pen, qui fait tous ses efforts. Pour Monsieur Mélenchon, 500, 600 avec la France Insoumise, le Parti communiste, etc. Donc, un mouvement venant de l'outre-mer, malgré cette ordonnance de démocratie du 6 novembre 1962, n'a aucune chance d'avoir les parrainages statistiquement. Ça ne s'est jamais produit en venant sur un mouvement martiniquais. Maintenant, il reste 30 000 personnes qui ne font rien. C'est-à-dire que c'est 30 000 qui ne donnent pas leur, donnent pas leur parrainage. Donc, sur ces 30 000 personnes, je mise sur le fait qu'il y ait deux solutions. La première solution, c'est que notre parti national, l'UDI, qui a 600 signataires dans ses élus, ses grands élus, conseillers régionaux, etc. Alors, parce que la particularité, il faut que ça soit sur 30 départements. Ouais. Donc, il faut 500 signatures, hein, donc pour être... voilà. Et 500 signatures, mais sur 30 départements différents. Sur 30 départements différents. Donc, si je fais un petit peu de signatures en Martinique, Guadeloupe que j'aurai, il me reste 28 départements à trouver. Ça veut dire que c'est pourquoi sur les chemins buissonniers, ça veut dire que je vais, c'est vrai, en catimini, par des chemins détournés, quémander, demander, expliquer, quand je peux, avec le peu de temps que j'ai et le budget que j'ai, un certain nombre de petites mairies de plaine, de montagne, qui sont des petites communes, et essayant, lorsque je glisse dans la boîte aux lettres avec 2 amis antillais avec qui je fais mon voyage, mon pèlerinage, mon chemin de croix annuel, prenez votre bâton de pèlerin, on prend notre bâton de pèlerin, et là-dessus, on dépose dans les petites mairies. Et puis on espère qu'un jour, un Mike d'une télévision connue dans les grandes chaînes qui sont en répétition, qui tournent en boucle, CNews, TF1, BFM ou autre, enfin, je cite celle-là en boucle, font, comme Télé Antilles nous l'a permis, un jour, de dire, voilà, je suis telle personne. Parce que, il faut vous dire que quand le maire reçoit le dossier de parrainage, il n'y a pas de liste de candidats. Il a entendu à la télévision que M. Darmanin est candidat. Il a entendu que Mme Pécresse est candidate. Il a entendu que Mme Hidalgo est candidate. Il a entendu qu'un tel est candidate. Mais quand il n'a pas une grille où on vous dit, voilà les candidats.
Ce qui veut dire que chaque année, il y a environ une centaine de candidats. Je fais partie de ces 100 candidats qui, sur la ligne de départ, pour différentes raisons. Il y avait les Gilets jaunes, vous avez le parti Animal, qui peut d'ailleurs peut-être qui s'est fait connaître à travers les Européens. Vous avez plein de candidats. Et à la fin, vous n'en avez que entre 7 et 12, 13, 14 maximum, dont des partis, dirons-nous, de l'extrême gauche, comme le nouveau parti anticapitaliste ou le combat ouvrier, qui ont déjà des cellules dans les départements. Ça veut dire qu'ils réalimentent les cellules au moment de la présidentielle et puis ils travaillent pendant l'année, pendant les 5 années. Mais c'est donc une gageure que de pouvoir être candidat. Mais j'ai voulu le faire parce que j'ai voulu qu'il y ait une visibilité, si c'était possible, sur l'outre-mer et en particulier sur les Antilles, puisque c'est les plus vieux départements qui vont arriver aujourd'hui, qu'il y a une véritable problématique. Alors, vous êtes candidat, en tout cas... À la candidature. À la candidature. Vous seriez sous l'égide donc de l'UDI. Alors, c'est une proposition. Soyons très clairs. Aujourd'hui, je suis candidat de l'UDEM, qui est partenaire de l'UDI, de mon mouvement martiniquais. L'UDI, traditionnellement, avait la possibilité, puisque quand ils ont créé l'UDI en 2012, c'était pour mettre M. Jean-Louis Borloo, qui a fait le Grenelle de l'environnement, sur orbite. Monsieur Borloo a été malade, il a laissé sa place à M. Jean-Christophe Lagarde, qui est député maire de Drancy, donc dans les environs de la banlieue parisienne. Et donc en 2017, l'UDI n'est pas eu de candidat. Député, plus maire. Il n'est plus député non plus. Oui. Mais ensuite, en 2022, ce Jean-Christophe Lagarde, qui aurait dû être sur l'orbite de la présidentielle avec l'UDI, ne s'est pas présenté. Et à chaque fois, l'UDI a donné ses voix aux Républicains, c'est-à-dire ses parrainages et ses voix, je ne sais pas combien de parrainages, mais ses parrainages et ses voix pour qu'on soutienne les Républicains. Et donc, je leur ai demandé, lorsque là, on a eu à nouveau un échec, puisqu'ils nous avaient demandé de soutenir Mme Pécresse, j'ai demandé, est-ce que vous seriez prêts, c'était un pari, sur le groupe WhatsApp UDI Bureau National, est-ce que vous seriez prêts à me donner vos parrainages, quitte à ne pas me soutenir, mais à me donner vos parrainages, c'est-à-dire que je vienne au nom de mon seul mouvement l'UDEM, je ne vous demande même pas, vous, UDI, de vous engager derrière moi. Mais comme en général, ces collaborations entre partis nationaux se font, parce que tout de suite après, le président, vous avez en général les législatives, maintenant il faudra voir si M. Macron, si le prochain président, puisque ça ne sera pas M. Macron, a priori d'après la Constitution, dissout, puisque l'Assemblée qui vient d'être élue en 2024 est là jusqu'en 2029. Elle est partie pour 5 ans. Donc, s'ils, en général, ont dissous, ou en tout cas, ça suivait la présidentielle depuis le quinquennat, et donc, traditionnellement, vous avez des accords de partis nationaux qui disent, bon, il y a 577 inscriptions, je vous soutiens, mais en échange, vous permettez que les fiefs dans lesquels je suis introduit traditionnellement, vous ne veniez pas me les manger sous le label du président, vous ne veniez pas me jeter, sinon vous allez faire le jeu des partis extrêmes, c'est normal. Donc honnêtement, si vous me posez la question aujourd'hui, je ne pense pas que l'UDI va me soutenir, mais peut-être qu'à force de voir que j'insiste sur ces chemins buissonniers, peut-être qu'à un moment donné, j'aurai une voix, comme je dirais, royale. D'accord. Donc il pourrait y avoir donc des réponses positives. Vous en attendez donc de la part du Parti national, donc l'UDI. Et donc, puis, vous êtes le président et le représentant, on rappelle, donc, sur la Martinique. Sur la fédération. Tout à fait. La fédération. Tout à fait. Et puis, je dis, la deuxième possibilité, c'est qu'un journaliste, et le travail de votre invitation me va sans aucune ironie, aucune démagogie, me va droit au cœur, puisque vous avez une télévision qui est reconnue, dont la diaspora antillaise s'inspire. Et j'espère qu'eux-mêmes, dans leur commune, puisqu'il y a des Antillais partout, vont dire à leur maire, tiens, nous avons un candidat, est-ce que tu le parrainerais? Et s'il faut donner mon numéro de téléphone, je le donne sans problème, ou bien ils s'adresseront à Télé Antilles si ce maire veut discuter avec moi et que je puisse, à l'occasion d'une tournée, aller voir ce maire. C'est ce qui m'intéresserait pour le convaincre de la bonne santé de la démocratie, qu'il faut qu'il y ait un candidat de l'outre-mer, qui vienne de l'outre-mer, sans embâche, sans prétention, mais qui mette l'outre-mer au cœur de la République française pour qu'on constate qu'il y a effectivement des problèmes réels, puisque vous savez que nous avons des problèmes de vie chère, nous avons des problèmes de pauvreté de nos petites retraites, nous avons des petits retraités qui ont peu cotisé devant une vie chère. Donc il faut pouvoir faire autrement, et nous dépendons de plus en plus avec le fait de la dégradation démographique, nous dépendons de plus en plus de l'Hexagone qui même est exsangue, puisque vous savez que l'Hexagone a des gros problèmes de financement dans la mesure où il y a des déficits. Donc tout ça doit être mis sur la table par le prochain président. Très bien. Et ce sont des sujets que vous avez balayés, puisqu'on le dit, on retrouve donc
toutes ces propositions que vous emmenez, que vous mettez sur la table dans ce livre, hein, donc, que vous signez, Philippe Petit, sur les 500, sur les chemins buissonniers, donc des 500 signatures, donc des propositions réelles. Donc, j'ai vu vous parler donc. Je peux juste me permettre de Oui. Alors, ce fascicule que vous avez est vendu uniquement aux Antilles. D'accord. Mais il a exactement sous une autre couverture, on aperçoit d'ailleurs le drapeau bleu, blanc, rouge, un éditeur en France qui s'appelle Les Trois Colonnes. Donc, sur les chemins buissonniers, des 500 signatures existe avec une autre couverture en France. Dès lors qu'on va chez son libraire, on le demande, édition Les Trois Colonnes, et c'est Hachette qui distribue, donc c'est imprimé à la demande, et donc n'importe quel Martiniquais, n'importe quelle personne de la France hexagonale, quelle que soit sa couleur de peau et son orientation politique, peut l'acheter avec les éditions des Trois Colonnes. On peut passer par vous, on peut le commander. On peut passer par donc son libraire, on demande, il va taper sur son informatique, il verra sur les chemins buissonniers, distribué par Hachette, éditeur Les Trois Colonnes. Très bien. Alors, dans alors vous dites ce fascicule, mais c'est quand même. C'est un livre. C'est un livre dans lequel on retrouve toutes vos propositions, celles que vous mettez en tout cas donc, en avant pour aller à la conquête de ces 500 signatures. Donc, vous les laisserez donc à tous les maires de France que vous irez voir. Ceux qu'on voit, on distribue le dossier. Ouais. Qui dit, il y a un certain nombre de fiches. Voilà, proposition de parrainage. On distribue ce dossier. Je n'ai pas les moyens d'éditer autant de livres que je ferai de visites de mairie. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on décline, et si vous voulez bien qu'on en discute, quelques propositions fortes, et que l'on retrouve, qui sont des propositions peut-être dictées par d'autres, mais à la fois sur la relation de l'outre-mer avec la métropole, et puis à la fois pour la métropole elle-même, puisque nous formons pour nous un ensemble. Alors la métropole, où on dit l'hexagone chez nous, mais nous formons un ensemble, et avec moi, j'appelle les peuples de France. Il y a le peuple corse, parce que vous savez que la Constitution française ne dit qu'il n'y a que le peuple français, et moi je dis pour justement diversifier, renforcer d'ailleurs parallèlement, il y a les peuples de Corse, de Bretagne, d'Occitanie, de Martinique, de Guadeloupe, et c'est ça qui fait le ciment du peuple français qui est issu de plusieurs peuples. Voilà. Alors, vous survolez tous les sujets donc, ô combien importants donc, des Français, donc, attendus par les Français, des sujets qu'on retrouve sur la table pendant les élections. Alors, par exemple, vous parliez de vie chère tout à l'heure, on parle de ces problèmes donc, de billets d'avion. Vous survolez ces problèmes de continuité territoriale qu'il y a entre la France et... Alors, vous avez employé le bon terme, vous survolez, puisque c'est un avion, donc on survole toujours entre la Martinique et les Antilles, on espère que ça continue à fonctionner. Il y a des problèmes d'approvisionnement. Alors, il y a M. Ajar qui a été battu, avait bien commencé, effectivement. Vous savez qu'il y a des problèmes d'approvisionnement d'essence qui font que ce n'est pas le même kérosène qui est utilisé, ce n'est pas le même type de réservation que sur les États-Unis. Il y a plein de paramètres, mais que malheureusement le grand public ne connaît pas, qui expliquent la cherté du billet selon les autorités. Et qui dit qu'il n'a peut-être pas les moyens, puisque ça reviendrait à peut-être plus cher par rapport à la Corse, qui a une indemnité de continuité territoriale, de le faire. Toutes ces choses-là ne sont pas assez expliquées. Et je n'ai pas eu, j'ai survolé, mais il faudra qu'à un moment donné, d'ailleurs, dans nos réunions mensuelles, nous inviterons un jour l'ex-député, M. Ajar, pour qu'on décortique vraiment, là on parle du transport aérien, qui effectivement pose problème. Mais ça pose encore plus problème dans la continuité territoriale entre la Martinique et la Guadeloupe. Ouais. Un billet pour aller à la Guadeloupe sans bagage est de 250 € quand vous payez ici 800 € quand ça va, avec bagage. Pour la France, uniquement pour aller à 300 km, vous payez 250 €, 280 €. Vous voyez bien qu'il y a un problème, notamment dans la continuité territoriale entre un marché qui pourrait être entre la Martinique et la Guadeloupe. Agrandir le marché, c'est trop cher. Et heureusement, maintenant, il y a l'usage du bateau qui, de plus en plus, va se faire, qui a pris la délégation des services publics pour pouvoir... C'est une société privée, heureusement qu'il y a le bateau, mais quand vous allez en bateau, comme ils ne sont pas encore assez puissants, ça veut dire que vous perdez une journée entre la Martinique et la Guadeloupe. 4 heures la traversée, on le rappelle. 4h30 ou autre. Mais tous ces problèmes, ce qui nous intéresse aussi, c'est bien entendu la vie, les marchandises chères. Alors, par l'importation... Il y a aussi beaucoup d'intermédiaires, beaucoup de paramètres. Il y a l'octroi de mer, dont on nous a dit qu'il fallait
faire une... Le sujet qui ont été pointés du doigt par le député Achard, qui est venu à votre place sur ce plateau. Pas lui seulement, mais qui ont été... Puis il voulait essayer. Vous voyez des fois que la politique est injuste. Au moment où il se bat pour la vie chère, on ne le réélit pas, alors que c'est peut-être un des députés parmi nos 4 Martiniquais qui était peut-être le plus à même sur ce dossier, qui est primordial. Parce que quand vous avez une petite retraite qui fait 300, 400, 500 euros et que vous ne pouvez pas avoir le minimum vieillesse parce qu'on le prendra après sur les enfants et que le parent lui-même dit on ne va pas te faire ça sur le peu que j'ai dans ma petite propriété, mon petit bien que j'ai eu, on va te le prendre après pour pouvoir rembourser le surplus que tu aurais pour me donner un minimum vieillesse, c'est des choses incroyables. Donc, il y a beaucoup de sujets à mettre sur la table. Et tant qu'on n'est pas à Bercy pour voir le budget, pour comprendre ce qui se passe, pourquoi on ne fait pas telle ou telle chose, il y aura toujours des problèmes de continuité territoriale. Et moi, j'estime qu'avoir un candidat des Antilles, c'est justement pour pouvoir parler de ces problèmes et que le président, quel qu'il soit, s'en saisisse après avec bonheur. D'accord. Et qu'on ait surtout... non seulement de la continuité territoriale, mais surtout, mais surtout que la population rajeunisse. C'est-à-dire qu'on ait je ne sais pas si on aura des retours des Antillais qui se sentent bien. Mais moi, je n'ai pas de problème, quelle que soit la population, qu'elle vienne de la Caraïbe, de la jeunesse, je parle, ou qu'elle vienne de l'Hexagone, il faut qu'elle arrive parce que nous n'aurons plus de bras, que ce soit des intellectuels, que ce soit des bras pour couper la canne, puisque la récolte se fait toujours de manière, même si elle se fait toujours de manière mécanique, il faut forcément des bras pour tous les petits métiers. Et quand vous avez une population qui vieillit, il faut que le côté d'aide-soignant et donc aide à domicile, par des aidants, ce sont des statuts reconnus et qui ne vous donnent pas une retraite de 300, 400 euros qui ne vous permettent pas de vivre. Voilà. Voilà, donc tous ces sujets qu'on retrouve, on le rappelle, dans ce livre sur les chemins buissonniers, des 500 signatures. Donc Philippe Petit qui est notre invité aujourd'hui dans cette émission. Les invités de Mike réalisés par Peggy Ladéon que nous saluons. Alors, vous parlez donc des Antilles, mais les vrais sujets, d'autres sujets ô combien importants. Donc vous parlez donc de la nation française, des projets européens, donc de l'éducation, de la culture, du sport, de l'autorité, de la sécurité du pays. Absolument. C'est important puisque l'État est garant de la sécurité de tous les Français. Absolument. Ouais. Oui, j'en parle et si on doit démarrer. Ouais. Vous savez que j'ai une proposition sur le service militaire qu'il faut remettre au goût du jour. Oui. Je ne comprends pas personnellement. C'est qu'aujourd'hui, il faut remettre les jeunes. Mais bien entendu. Voilà. Dans la même formule qu'avant, ou alors il faut repenser le service militaire. Il faut une formule. On a appelé ça service civique. Il faut une formule qui brasse le maximum de personnes déjà. Et je ne fais pas d'ailleurs d'exclusif, puisque maintenant, il y a des dames. C'est totalement admis, c'est dans la loi, qui font leur service militaire ou leur service civique. Mais il faut qu'on retrouve dans une génération des classes de personnes qui soient là. Effectivement, je suis pour des choses basiques. Si effectivement on doit faire un appel au drapeau pour comprendre ce que c'est que la République, d'où elle sort depuis ces années où il y a eu la royauté, où il y a eu entre-temps Hitler qui est passé, qui aurait pu faire plus de république, il faut qu'on ait conscience de ce que les aînés ont fait, de ce que les aînés, que nous sommes les héritiers de ces aînés. C'est-à-dire que si nous vivons dans une nation libre aujourd'hui, il faut reconnaître le devoir de mémoire de ces aînés. Et pour moi, par exemple, l'appel au drapeau, se lever à telle heure, quand il faut se lever à telle heure, avoir le sens des valeurs. Et notamment, ça permet de compléter, je ne vais pas dire de corriger, mais c'est vrai qu'à l'école même, comme il n'y a plus de discipline, puisque le parent est devenu roi, et que c'est lui qui va imposer à celui qui était avant le grand laïc, l'instituteur, qui avait son autorité morale. Aujourd'hui, quand le parent vient vous dire vous n'avez pas donné, ou pas baïche, moi, vous n'avez pas donné à mon fils la bonne note, c'est intolérable quand on voit ce genre de choses-là. Donc, il faut qu'il y ait des valeurs d'autorité qui soient revues. Et vous savez, je ne suis pas... je suis agnostique. Je ne vais pas vous le... Agnostique, ça veut dire je ne suis pas athée et que je ne suis pas un croyant de premier plan. Ça ne veut pas dire... L'agnostique pose la question, il pose le doute et le sel de l'esprit. Donc, bien entendu, c'est un philosophe Alain qui avait dit ça, dans le doute, je suis toujours, mon épouse est très croyante, ça m'arrive bien entendu d'aller à l'église, d'écouter, de me répondre, mais on est devenu dans une société laïque qui est venue, qui au lieu de prendre la laïcité dans son essence, d'admettre qu'on avait des croyants, d'admettre qu'on avait des non-croyants, mais surtout que la croyance était bonne, on est arrivé dans des sociétés communautaristes où on exècre l'autre
parce qu'il n'est pas comme soi, alors que la laïcité permet justement ce credo républicain. Donc moi, je pense que déjà à l'école, il faut des valeurs, mais je n'hésite pas à mettre en valeur la morale, et cette morale vient de la chrétienté, ça ne me gêne pas du tout, puisqu'il y a une morale, aide-toi, le ciel t'aidera, enfin ça c'est un dicton, mais qui font que sous la responsabilité, peut-être même des enseignements qu'il faut enseigner, probablement aussi bien les valeurs religieuses des religions monothéistes, des autres religions polythéistes, que ce soit en termes de bouddhisme, en termes d'animisme, pour montrer que la Terre est une grande planète où nous devons nous unir et que nous avons la chance, dans cette nation française, d'avoir des gens de plusieurs pays qui sont venus constituer le socle français et que ce n'est pas seulement une partie qui détient la vérité. Alors, dans ces propositions, vous parlez également de retraite. Alors, il est évident que pour moi, je vous ai dit qu'en Martinique, les petites retraites, les commerçants, les artisans, mais surtout les agriculteurs et les marins-pêcheurs, doivent avoir un bonus. Soit on va leur dire de cotiser moins pour avoir, je n'en sais rien, à la fin quelque chose de décent, mais il n'est pas normal que les personnes qui sont dans le secteur primaire, et on l'a vu, l'importance lors de la Covid, de cette nourriture, c'est là qu'on se rend compte quand on est enfermé chez soi, d'où vient la nourriture, on peut aller la chercher ailleurs dans les supermarchés, où on peut vous l'emmener, etc., où on peut cuisiner parce qu'on est allé au supermarché. Quand on est privé de liberté, on s'aperçoit que ceux qui sont sur des grands terrains, qui se sacrifient souvent leur vie personnelle par amour de la terre, certainement, mais aussi ils ont besoin de gagner leur vie, comme pour la pêche. Je pense que ce soit des professions primaires qui doivent être sacralisées. Donc, d'où des retraites qu'il faudra ajuster pour que les gens, et je parle bien entendu de la Martinique, les petits artisans, etc., qui touchent 300, 400. Oui, mais dans vos projets, une bonne retraite aujourd'hui, ce serait combien pour vous? Non, une bonne retraite, je vais mettre carrément ce qu'on appelle le minimum vieillesse. Ça veut dire qu'on ne devrait pas avoir au-dessous du minimum vieillesse, c'est-à-dire 900 000 euros. On ne peut pas avoir ça. Aujourd'hui, autour de ça, entre 800 et 900 euros. Non, je vous ai dit qu'à la Martinique, oui, c'est ça. Enfin, on parle de l'allocation d'autonomie, mais je parle quand je vois à la Martinique les retraites qu'il y a avec le coût de la vie chère, donc un minimum, dirons-nous, c'est un chiffre symbolique, de 1 000 euros, ça serait le minimum. Mais bien entendu, à côté, on peut toujours faire en sorte qu'on ait toujours des aides comme l'APL, l'allocation personnalisée de logement, qui vont compléter la retraite. Et ça, ce sont des choses qu'il faut dire à maintenant sur le budget. Par exemple, on consacre un pourcentage X à la retraite sur le budget national et ça doit être mis. Alors, on a parlé de retraite, mais on parle aussi de solidarité sociale, d'accès aux services publics. Donc, vous balayez, il y a un panel donc, de sujets ô combien importants qui sont balayés, on le rappelle dans cet ouvrage. Alors, il faudra prendre le temps de lire, de décortiquer. Alors, j'ai une proposition un petit peu iconoclaste qui avait été à l'époque relevée par le candidat du Parti socialiste qui était arrivé au deuxième tour la dernière fois et qui a disparu des écrans, le revenu minimum universel. Vous savez, j'allie, mais ça demande de la culture, ça demande de l'éducation, ça demande de l'écoute. Il faut qu'il y ait une notion que j'appelle la responsabilité. Ouais. Et la responsabilité va avec la solidarité. Donc moi, j'aurais tendance... C'est M. Benoît Hamon qui l'avait sorti. Ici. Exactement. C'est ça. J'ai donc tendance à dire, d'une manière différente, j'ai donc tendance à dire que plutôt que d'avoir l'allocation de rentrée scolaire, plutôt que d'avoir le RSA minimum à temps, on devrait avoir quelque chose qu'on appellerait le revenu minimum universel, qui est un revenu de responsabilité. C'est à vous, mais il faut vous inculquer, vous apprendre à gérer ce que c'est que la vie de tous les jours, plutôt que mettre plusieurs cases. Alors aujourd'hui, tu as l'allocation de rentrée, aujourd'hui, tu as l'allocation d'allaitement, aujourd'hui, tu as l'allocation de ceci, de cela. Et on biberonne quelque part, on infantilise quelque part, et on donne droit à un assistanat au lieu de donner droit à une éducation responsable. Et c'est pour ça que je veux aussi l'enseignement de l'économie à l'école dès la 6e, même si c'est sur des travaux ludiques. Mais on explique comment on fabrique de l'argent, comment on fait une plus-value, comment la valeur du travail, parce que ce qu'aujourd'hui... Et comment on apprend à gérer un budget. Et qu'on apprend à gérer un budget, mais surtout, aujourd'hui, on a appris la valeur du droit sans oublier les devoirs. On a oublié les devoirs.
Et le devoir, justement, c'est la responsabilité. C'est pour ça que je ne peux pas me situer dans une gauche collectiviste. Je me situe dans ce que j'appellerais un mot qui est honni par les journalistes, mais qui est le mot de la liberté, puisque c'est dans la devise républicaine, le mot libéral. Mais libéral, ça veut dire que je suis tolérant. Mais je vous donne quand même des principes, et je vous mets la solidarité, mais ça veut dire que le revenu minimum universel serait donné aussi bien à l'homme riche qu'à l'homme pauvre, puisque l'homme riche, on va tout lui reprendre sur les impôts. Ça veut dire que si je donne 1 000 € de revenu minimum universel à Bernard Arnault, l'homme, je crois, qui est le plus riche de France, je les lui verse pour montrer qu'il y a la solidarité, mais forcément, dans la liberté, et notamment la disposition des impôts, les 1 000 € sont redonnés. On est bien d'accord. Donc, parce qu'on va me dire, monsieur Petit, mais vous ne pouvez pas donner aux gens riches. Non, ils redonnent aux impôts parce que justement, les impôts sont redistributifs, les impôts sont progressifs, et sur ceux qui gagnent beaucoup, il y a des tranches, ils vont redonner ce qu'on leur a donné. Mais on aura un devoir, on aura montré qu'il y a la solidarité. Mais cette solidarité se fait aussi avec, je dirais, le devoir d'entreprise. Et moi, je suis un entrepreneur. J'espère que donc la notion de responsabilité existe plus que la notion d'assistanat. L'État me doit. Non, l'État ne me doit pas. C'est moi qui dois à l'État parce que j'ai fait l'État pour m'assurer ma sécurité, le travail des policiers, l'État pour m'assurer la justice et mettre suffisamment de magistrats. Il faut bien que je ne puisse pas être qu'assistant. Sinon, il n'y aura plus d'impôts pour payer la fonction publique. Et la fonction publique française a eu son heure de gloire quand elle a reconstruit la France. Elle mérite d'être considérée, mais reconsidérée aujourd'hui sans qu'on y rentre dans un domaine des droits. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire des droits à l'assistanat. Bien entendu, on est solidaire. Bien entendu, mais il faut quand même que la notion de responsabilité et la notion de devoir existent. Il y a un président qui s'est dit, moi je suis un social-démocrate, c'était François Hollande. Vous dites que vous êtes plutôt un libéral-démocrate. On pourrait dire comme ça. On pourrait dire comme ça, mais sachant que... Très bien, mais on pourrait dire que le mot libéral n'est pas un gros mot. Vous savez, quand il y a eu la Révolution française... Des fois, c'est pas un gros mot, mais des fois... C'est souvent mal perçu. Parce que... Mais je suis d'accord avec vous. C'est le principe même du boulanger. Est-ce que le boulanger, qui est une profession libérale, je le répète, est-ce qu'il fait le pain pour que vous alliez l'acheter tous les jours, votre croissant ou votre pain tout simplement, dans la boulangerie? Est-ce qu'il le fait pour la collectivité ou est-ce qu'il le fait aussi pour lui? Il faut que les gens se posent cette question. Le boulanger, il a un compte d'exploitation. S'il fait... Vous avez vu d'ailleurs au moment où il y avait le prix de l'énergie, toute la boulangerie qui est montée au créneau pour dire que le prix de l'électricité est montant, il ne sort pas dans sa marge. Donc quand le boulanger le fait, il le fait pour la collectivité. Mais il ne faut pas oublier que le boulanger s'est levé à 3 h du matin, 2 h du matin, qu'il a acheté le four, qu'il faut l'amortir, qu'il s'est mis avec la chaleur de la pâte, qu'il a fait travailler ses mains, etc. Donc il y a eu quand même il s'est mis dans le devoir. Et moi, je dis que c'est justement, il est libre. Il pourrait ne pas le faire. Il pourrait dire, les gens, vous n'aurez pas de pain parce que je n'ai pas envie aujourd'hui, je ferme ma boutique, je dois être aujourd'hui, je suis fatigué. Non, le boulanger ne peut pas être fatigué. C'est un des exemples que j'ai qui fait que ça montre effectivement que le droit de devoir. Et effectivement, c'est une profession libérale, donc je n'ai aucune idée à rougir. Et juste, je vais terminer, lorsqu'on a fait la Révolution française, ce qu'on a appelé le siècle des Lumières, bien entendu, où il y avait plein de choses qu'ils ne connaissaient pas, où il y a eu des fautes dans le siècle des Lumières, mais ils ont encadré ce siècle des Lumières. C'était des libéraux qui prenaient leur plume pour dire le roi abuse, le clergé abuse, et permettre au peuple d'émerger. C'est ça la base de la Révolution française. Donc les libéraux étaient des révolutionnaires. Très bien. On va parler jusqu'à une révolution non plus. Même si les choses doivent bouger, mais voilà. Non, alors, on rappelle, Philippe Petit, qui est notre invité aujourd'hui dans cette émission, Les Invités de Mike, une émission que vous pouvez retrouver donc, sur les différents réseaux sociaux donc, de Télé Antilles, sur Facebook, sur YouTube, sur Dailymotion, mais également sur TikTok. Vous nous regardez peut-être sur Free, le canal 932, sur Orange, le canal 398, sur Bouygues, le canal 407, une émission réalisée par Peggy Ladéon, que nous saluons et remercions par la même occasion. Alors, Philippe Petit, tous ces sujets, donc, où il parle donc de la nation française, des projets européens, parmi les grands projets, lequel vous avez envie donc de présenter? Alors, les grands projets européens, on a Airbus, mais on a d'autres projets. Alors, vous voyez, il y a un problème, c'est le problème de la révolution écologique, avec l'énergie. Quel type d'énergie va-t-on faire? Puisque vous avez vu que les Allemands ont remis
Le charbon, on est toujours aussi dépendant du pétrole. Ouais. Donc, dans le futur... Il faut remettre ça en France? Il faut remettre le charbon? Non, mais justement, il ne faut pas. Et donc, dans le futur, c'est trouver les solutions. Or, le photovoltaïque, les éoliennes on veut les mettre en mer offshore alors que ça détruit peut-être l'écologie sous-marine, se posera un vrai problème de la révolution énergétique. Et on est arrivé, je pense, avec des réacteurs nucléaires de nouvelle génération, parce qu'il y a une peur du nucléaire, et notamment certains écologistes d'extrême gauche ont une peur du nucléaire. Il faudra arriver à voir comment dans des solutions nouvelles, ce nucléaire est effectivement sûr, vraiment, et tel qu'il c'est depuis des années, puisque nous fonctionnons avec des centrales nucléaires sur le territoire national, qui, je le rappelle, est un héritage de De Gaulle. C'est De Gaulle qui avait, dont on vante les mérites, c'est lui qui avait eu cette vision de l'indépendance de la France par le nucléaire. Donc ça sera une des choses que je vérifie en ayant plus de documentation, mais notamment dans ce projet européen, que nous ayons une logique nucléaire civile, ou alors il faudra vraiment performer sur les énergies renouvelables, que ce soit hydroélectrique, que ce soit la biomasse, ou, comme on a dit, l'éolien ou le photovoltaïque. On ne doit pas condamner l'énergie nucléaire. Voilà, on ne peut pas condamner l'énergie nucléaire. À l'heure d'aujourd'hui, ça serait un mensonge. C'est pas plaisir aux écologistes en disant ça. Non, ce sont les écologistes d'extrême gauche. Ça serait un mensonge que de condamner le nucléaire aujourd'hui. C'est impossible. Par contre, il faut que nous soyons justement des champions de la sécurité là-dedans, parce que si demain vous avez des centrales nucléaires, puisque c'est la mondialisation, et que les technologies s'échangent, vont dans d'autres pays, puisque d'autres pays possèdent le nucléaire civil, eh bien, demain matin, on peut par contre avoir de gros problèmes du danger. Alors paradoxalement, donc la France ne veut pas, en tout cas, les écologistes français ne veulent plus de nucléaire, mais on vend le nucléaire à l'étranger. Non, ça c'est toujours fait. Ça c'est toujours fait, et il y a du nucléaire sur le sol français. Nous avons des centrales nucléaires, nous sommes d'accord. Mais il y a des réacteurs qui n'ont pas encore, il y a des réacteurs de nouvelle génération qui doivent être mis en service et qui progressivement doivent pouvoir donner une norme de sécurité encore plus supérieure. Vous savez, c'est exactement le problème de l'aviation. Quand on avait à l'époque... on a fait des progrès énormes sur la sécurité en aviation. Quand vous voyez aujourd'hui le nombre de millions de passagers qu'il y a dans le monde, de milliards de passagers qu'il y a dans le monde, donc le ratio de sécurité qu'on a, il faut qu'on tende à ce ratio de sécurité avec les centrales nucléaires de nouvelle génération. Mais il n'y a pas que ça comme projet, il y a surtout l'idée de mettre une culture de paix. Alors, une culture de paix, c'est là qu'il faudra probablement parler de ce qu'est la guerre. Est-ce qu'on doit toujours aujourd'hui faire des guerres avec des hommes comme on a... est-ce qu'on doit arriver un jour, sans être utopiste, à un sentiment qu'il faut vraiment, là, enlever les ogives nucléaires qui sont militarisées? Et donc, si je devais être en politique étrangère, ça serait effectivement de pouvoir dire qu'il y a un seuil à ne pas dépasser, comme des accords qui ont été dénoncés, reprendre ces accords des ogives nucléaires, parce que là, effectivement, il y a un danger qui n'est pas un danger civil, qui est un danger guerrier. Voilà, Philippe Petit, qui était notre invité aujourd'hui dans cette émission, les invités de Mike, mesdames, messieurs, en quête de 500 signatures, 500 parrainages, donc son chemin de croix qui a donc démarré donc, depuis quelque temps, qui va s'étendre jusqu'à 2026. Alors, les élections sont en 2027, voilà. On le rappelle. Donc, les parrainages sont envoyés par le Conseil constitutionnel en janvier ou février 2027. Ouais. Et ensuite, les maires, les conseillers départementaux, les conseillers régionaux, les députés, les sénateurs ont 1 mois pour envoyer par la poste. Et comme vous n'avez pas au Conseil constitutionnel pour qu'il valide les 500 signatures, et comme vous n'avez pas malheureusement sur les noms écrits, si vous n'avez pas des candidats écrits, la centaine de candidats qui, comme moi, prétendent à vouloir se présenter pour présenter des idées à la France et aux Français, eh bien, il y a un problème, effectivement, des signatures qui font que c'est très difficile. Et venant des Antilles, j'espère que Télé-Antilles, dans la diaspora de l'Hexagone et ailleurs, aura suffisamment de relais, s'ils ont été intéressés par l'émission de M. Mike, de pouvoir me trouver des parrains ou téléphoner pour qu'on ait des parrains
et lors d'un passage dans l'Hexagone. Mon dernier passage est prévu au moment du congrès des maires en 2026, puisqu'il y aura des renouvellements des élections municipales. Vous reviendrez nous voir régulièrement, j'espère, aussi dans cette émission. Mais ça sera avec plaisir. Si vous m'invitez, ça sera avec plaisir. Alors, j'ai une petite question pour vous, Philippe Petit. Alors, une figure donc de proue donc de ce paysage politicien, Christiane Taubira Delanon, aux dernières élections, malgré cette aura, malgré cette puissance politique qu'elle dégage, pas de 500 signatures. Absolument. Alors, elle l'a eu en 2002. Oui. Et figurez-vous, vous verrez sûrement avec exactement avec le Parti radical de gauche, parce qu'il y avait un parti national qui était derrière, c'est ce qu'on vient de dire, peut-être que l'UDI sera derrière moi. Et si vous feuilletez ma proposition de parrainage, vous verrez ma photo avec d'abord M. Tapi et Mme Taubira en 1994, mais 8 ans après, par fidélité à Mme Taubira, vous la verrez sur la photo avec elle, parce que c'est moi qui l'avais reçue à la Martinique lorsqu'elle est venue. Elle avait déjà séparé d'Agen, mais qu'il est reçu pour qu'elle ait une force politique, parce que les forces politiques là-bas étaient liées à d'autres partis socialistes, d'autres partis politiques nationaux, notamment le Parti progressiste qui soutenait Jospin. Et donc, 20 ans après, elle ne les a pas eus, malgré sa force. Mais je pense que ça aussi, tout ce travail, et quand c'est pas parce que vous avez une première fois 500 signatures, si vous revendiquez, Mme Taubira avait le charisme pour le faire, la magistrature suprême, il faut pouvoir continuer à damer le terrain, à faire du terrain. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours un parcours avec des roses, des pétales de roses. Alors, on rappelle 500 signatures sur 30 départements différents. Et on ne peut pas avoir en moyenne, plus de 50 signatures par département. Merci de le rappeler pour dire qu'en plus, c'est limité dans les départements. D'accord. Donc, c'est acquis. En Martinique, vous aurez 50, Guadeloupe 50, Guyane 50, ça fait déjà 150 ? Non. C'est pas comme ça que ça ? Non, pas du tout. Ça fait... À la Martinique, je vais vous expliquer combien de personnes. On le fait en deux secondes. Combien peuvent signer ? Il y en a autour de 80, pas plus. D'accord. Pourquoi ? Parce qu'il y a 34 maires, on fait l'addition ensemble, plus 60 conseillers de l'Assemblée, 51 plus 9 de l'exécutif, ça fait 60, donc 34 plus 60, 94, plus 4 députés, ça fait 98, plus 2 sénateurs, ça fait 100. Mais la propriété que vous n'avez pas citée, c'est qu'un sénateur qui a une double casquette, qui est conseiller territorial, par exemple Mme Conconne, qui est sénatrice et conseiller territorial, ou bien M. Nilor, qui est député et conseiller territorial, ou bien ma belle-mère, Génie Dulis Petit, qui m'a donné son parrainage, entre parenthèses, symbolique pour le moment, qui est maire du Morne-Rouge et conseiller territorial, ne peut me donner qu'un parrainage. Ça veut dire qu'elle parraine soit en tant que conseiller territorial, c'est l'un ou l'autre. Soit pas de cumul. Soit en tant que maire. Pas de cumul pour lui. Et surtout, quand vous avez parrainé une personne avec un mandat, vous ne pouvez parrainer personne d'autre. Donc, croyez que ceux qui parrainent habituellement d'autres candidats, ou que j'ai 50 signatures à la Martinique sur 80, quand j'enlève les doublons, alors potentiellement ça sera très difficile. 100 signatures, mais il vous en faut 50. À Martinique. Potentiellement 80, parce que comme ils ont des doublons qui peuvent signer, on les retire, ce qui veut dire qu'il y a 80 signataires potentiels à la Martinique. Sur ces 80, si j'avais 50, ça veut dire qu'on m'aime tellement à la Martinique que même les opposants, vous avez 10%. Que même les opposants politiques, vont me donner leur signature, parce que vous savez que la Martinique, c'est une grande gauche qui mène partagée en plusieurs mouvements. Donc, pour le moment, j'ai une dizaine de signatures à la Martinique, dont, et je le remercie publiquement, le président du conseil territorial, Serge Letchimi. Mais pour ça, c'est symbolique pour le moment, dont je parle dans le livre. Et quand je parle dans le livre, il ne m'avait pas encore donné la signature. Entre-temps, il me l'a donné. Donc, j'ai la chance d'avoir M. Letchimi. Ce sont des propositions de signature. Absolument. Des propositions de parrainage, mais qui ont été, quand même, c'est passé sur les réseaux sociaux. Ça m'étonnerait quand même qu'il se dédie en 2027, puisqu'il sera toujours normalement le président du conseil territorial. Et j'espère que dans sa foulée, les conseillers territoriaux qui sont sous sa gouverne feront le même geste que lui, où il est resté très neutre. Il l'a fait à titre personnel, à la fois pour l'amitié qu'il a à ma belle-mère, l'amitié qu'il avait avec mon père, et puis il sait que je suis un homme de projet, de combat et de détermination. Détermination, projet, combat. Donc voilà, vous retrouvez ces engagements. Donc Philippe Petit, qui est notre invité aujourd'hui, donc il parle donc, je vous l'ai dit, donc de la nation française, des projets européens, l'éducation, culture, sport, l'autorité, la sécurité, climat, l'eau, véritable problème sur les Antilles. En Guadeloupe, on en parle beaucoup, mais également en Martinique. Quel serait donc le projet pour éradiquer ces problèmes d'eau? Je vous ai dit que je ne faisais pas de démagogie et qu'il y a des moyens financiers qui viendraient de bons partenariats avec l'État. Mais ce sont les EPCI, les établissements publics, qui sont notamment les communautés d'agglomération, communautés de communes,
qui sont à la tête de la gestion de l'eau, donc je ne vais pas me substituer à eux. Ouais. Par contre, s'il devait y avoir une écoute attentive, D'accord. Aujourd'hui, on là dit qu'il où faut le bas 300 blesse, millions pour tout rénover. Alors, mais on les met les 300 millions sur la table? On les met, mais je pense qu'il faut surtout beaucoup de volonté politique locale qui n'est pas toujours au rendez-vous. Très bien. Alors, vous parlez également donc de biodiversité, donc de la coopération des entreprises, solidarité sociale, des retraites, de la santé, l'accès aux services publics. Alors, plus de services publics également dans les années à venir, ou alors il faut réguler? Il faut réguler, il faut pas faire de démagogie. Aujourd'hui, j'estime qu'on donne beaucoup d'argent au service public avec peu de résultats. Donc, il faut voir ce qu'il y a dans les tuyaux, qu'est-ce qui se passe. Et je pense que il ne faut pas avoir un président qui est seulement un communicant. Il faut avoir un président, puisque c'est un titre effectivement qui est fort, qui aille dans les dossiers à Bercy, qui aille vraiment mouiller la chemise pour comprendre pourquoi on arrose un certain nombre de services publics et que ça ne fonctionne pas. Et donc, parce que pourquoi je ne veux pas être démagogue, c'est que la dette de la France, qui était aux environs de 30% en 1980 et du temps de Mitterrand, par rapport au PIB, produit intérieur brut, est aujourd'hui à 110%. Donc un jour, ça va péter. Parce que vous empruntez pour payer les retraites des fonctionnaires, et quand vous empruntez, si vous empruntez à des taux qui vont monter parce qu'on ne vous fait plus confiance, parce que votre dette monte, vous pouvez faire un crack boursier, ce que vous voulez, qui s'est déjà produit, mais surtout crash dans la dette de la France, et qui veut dire que vous serez peut-être au Fonds monétaire international qui devra venir à votre secours, ce qui veut dire qu'il faudra diminuer de la fonction publique, il faudra diminuer des salaires, un certain nombre de choses comme ça. C'est du concret. Donc, à un moment donné, déjà été vu. À un moment donné, concrètement, Philippe Petit, à un moment donné, il faut réduire la voilure? À un moment donné, il faut réduire la voilure, mais surtout la disposer plus intelligemment dans le sens du vent qui souffle pour que la voilure porte et non pas contre le vent. Très bien. Donc, tous les sujets, vous les retrouvez donc, dans ce fascicule sur les chemins buissonniers, donc des 500 signatures. Philippe Petit, qui était notre invité. Donc, l'aménagement du territoire, fiscalité, octroi de mer, continuité territoriale, démographie, migration humaine. Vous survolez tous ces grands sujets ô combien importants. Ma dernière question pour vous, juste avant de terminer cette émission. Barack Obama, il a donné espoir, ça vous, quelque part, ça vous booste, ou alors vous êtes insensible à ce personnage et vous dites, bon, c'est Barack Obama, c'est les États-Unis, et moi, je n'ai rien à voir avec ce monsieur? Kamala Harris n'aura pas besoin de signature, mais je pense qu'elle sera la deuxième personne après Barack Obama, et que ça, en plus, ça sera une femme présidente des États-Unis, à mon avis, ce qui n'est pas arrivé. Donc, je pense qu'effectivement, c'est un bon exemple. Ouais. Mais que la société française n'est pas identique à la société américaine. Donc là encore, on ne peut pas comparer, mais Yes We Can était une chose que j'apprécie parce que je suis, moi, à travers mes chemins buissonniers, adepte de cette détermination. Et je me permets juste de citer une phrase de Césaire lors du discours constitutif du Parti progressiste martiniquais. La réalité qui marche de détermination en détermination n'a jamais d'imagination. Donc je ne peux pas imaginer ce qui va se passer, mais de détermination en détermination, j'arriverai au réel, et je l'espère grâce à vous, aux 500 parrainages. Merci à vous Philippe Petit d'être venu dans cette émission. Les invités de Mike, ma dernière question, la toute dernière, j'ai envie de dire, petit à petit, Philippe fait son nid? Je ne suis pas un oiseau, parce que si l'oiseau fait son nid, j'espère que vous serez un oiseau de bon augure. Ouais, merci à vous, merci d'être venu dans cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis, que vous soyez sur Free, sur Orange, sur Bouygues, que vous soyez également sur Facebook, sur YouTube, sur Dailymotion ou encore TikTok. Vous le savez, notre devise ici à Télé Antilles est de rester toujours plus près de vous. Merci à Peggy Ladéon qui nous a réalisé cette émission. Merci à vous et à très vite avec d'autres invités dans cette émission.